Bonjour à tous. Bonjour Karine. Bonjour Lisa. Eh bien, bienvenue sur la page Facebook de Up You Go. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview dans l'écosystème du web marketing. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je suis Lisa Cochet de Up You Go. J'accompagne des expats entrepreneurs à en fait structurer et mettre en œuvre une stratégie de web marketing pour pouvoir rendre visible leur activité sur le web pour qu'ils aient plus de clients. Et en fait, j'ai réalisé, notamment lorsque j'ai commencé à créer mon site web, qu'on se pose plein de questions, notamment d'un point de vue juridique et légal sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'il faut mettre comme mention, etc. Et que ces questions étaient assez anxiogènes parce qu'on a généralement assez peur de se tromper. Et voilà, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Et d'autant plus quand on est, en fait, comme moi, français qui habite à l'étranger et qui vend un petit peu partout dans le monde. On se pose beaucoup de questions sur, du coup, quel est le droit qui s'applique. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des informations sur ce point spécifique. Donc, je suis ravie d'avoir croisé le chemin de maître Karine Mazan, qui est experte sur le sujet et qui va donc pouvoir nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Du coup, Karine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je suis Karine Mazan. Je suis avocate au barreau de Paris et au barreau de Madrid. Et j'ai un cabinet d'affaires sur Paris où justement je traite des questions de droit numérique, de propriété intellectuelle, droit de l'entreprise, et où j'accompagne les web entrepreneurs et les tech entrepreneurs sur toutes les questions qui touchent au numérique, mais à leur entreprise, au contrat, mais beaucoup aussi sur la notion de conformité légale des sites web. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup. Oui. Super. Et du coup, on va échanger, 30 à 40 minutes sur le sujet. Et puis après, je regarderai s'il y a des questions. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les en commentaire. On y répondra avec plaisir à la fin de ce live. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser, quand on démarre, en fait, avant de démarrer la création de son site web, à quoi il faut faire particulièrement attention? En fait, dans un premier temps, il faut encadrer un petit peu les choses. Ça dépend d'abord, est-ce qu'on fait son site soi-même ou on le fait faire par quelqu'un. Si on le fait faire par quelqu'un, il faut encadrer cette relation parce que faire un site internet, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on aura peut-être, il y a énormément de choses comme le contenu, les modifications, les bugs, la livraison du site. Donc il y a plein de questions qui se posent lors de la création du site qui font qu'il vaut mieux d'avance poser les choses. En général, on se limite à un devis, mais le devis ne dit pas à combien de modifications on a droit tout au long du parcours. Il ne détermine pas qui des deux propose le cahier des charges. Et par exemple, à la fin, quand est-ce que j'estime que mon site est livré ou pas? Oui. Est-ce que s'il y a un bug à la fin, est-ce que j'ai une garantie? Qu'est-ce qui se passe si jamais, à la fin, moi, je réalise que mon site n'est pas fonctionnel. Donc, toutes ces questions-là, il faut les anticiper dans un contrat, et un contrat qui définit vraiment, vraiment la relation entre vous, client, donc qui voulez le site, et le créateur du site internet. Bon, il y en a qui ont des conditions générales de vente parce qu'ils ont toujours à peu près le même profil et donc les mêmes questions qui reviennent, parce qu'ils incluent par exemple la maintenance systématiquement. Et donc, c'est assez simple. Si le créateur si le web designer, le webmaster, le développeur a déjà ses conditions ou bien son contrat, c'est beaucoup plus simple et on le fait comme ça, sauf si vous voulez négocier certaines clauses. Mais sinon, il faut exiger ou en tout cas proposer un contrat qui vous permette vraiment d'encadrer cette relation-là. Ensuite, il faut vraiment penser à ce qu'on appelle les règles de propriété intellectuelle parce qu'un site, il y a tout le contenu que vous allez mettre en termes de photos, en termes de texte. Il faut quand même vous assurer que vous avez le droit de les utiliser. Ça peut être, on parle beaucoup d'images libres de droit. On en parle beaucoup, mais c'est vraiment un abus de langage. Et des fois, il y a des conditions spécifiques selon comment elles sont libres de droit. C'est vraiment, on le dit de manière générique, mais parfois, en fait, ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il y a un certain nombre de règles. Donc,
c'est soit il faut citer la personne, soit il faut citer la source. En fait, ça dépendra vraiment de ce que vous mettez en termes d'image ou de contenu, en fait, en gros, que ce soit les D'accord. images ou le texte. Mais il faut vous assurer quand même que vous avez le droit de mettre ce contenu-là, demander les autorisations avant. Mais il y a deux volets en fait sur la question de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas que sur le contenu, c'est aussi sur le site lui-même. Parce qu'en fait, celui qui crée le site, surtout quand on se retrouve avec un site quand même très original, où vraiment on n'est pas ça ne ressemble pas à tous les sites, c'est pas juste un thème qui est mis comme ça. Eh ben, il y a le droit d'auteur qui s'applique aussi. Et donc, D'accord. le site, dans ce cas, il appartient à celui qui l'a créé, à son auteur. Ce qui fait que pour s'assurer quand même que vous exploitez surtout, là on parle quand même d'entrepreneurs, donc ça veut dire que votre site il a quand même une grande valeur. Il faut quand même vous assurer que à la fin l'hébergement, que vous puissiez gérer l'hébergement, que le nom de domaine vous appartienne bien, que ce soit bien mis à votre nom, et notamment que le site les codes sources vous soient clairement cédés. Donc, toutes ces questions-là, elles sont un peu techniques, dites comme ça. Mais en fait, il faut quand même s'assurer que, à la fin, en propriété intellectuelle, vous êtes bien le propriétaire de votre site. D'accord. Le dernier point, on va dire, en amont, c'est aussi quelles sont les mentions légales. Il faudrait vraiment insérer les mentions qui conviennent en fonction du type de site aussi. Ça dépendra de votre site, mais voilà. Il faudrait intégrer dans votre site des mentions dites légales. D'accord. Donc en fait, l'idée, juste pour résumer, c'est qu'il y ait donc quelque chose d'écrit, de très précis qui explique un petit peu qui est responsable de quoi dans la relation avec le prestataire et de tout mettre par écrit pour être sûr à la fin qu'il n'y ait pas de déception et qu'il n'y ait pas avoir besoin d'avoir recours justement à la justice par rapport à tout ça, quoi. Que ce soit pour les photos, pour comment dire la propriété du site, etc. Et en ce qui concerne les mentions légales dont tu parlais, du coup, lesquelles faut-il prévoir? Parce que, comme tu me disais, il me semble que c'est pas les mêmes si c'est un site de vente en ligne ou si c'est juste un site vitrine sur lequel on présente notre activité. Effectivement, les mentions légales, elles varient vraiment en fonction du type de site et de l'activité du site. Il y a des mentions qui sont, on va dire, plus obligatoires pour tous les sites. C'est vraiment une exigence de transparence. C'est les mentions d'identification qui permettent de savoir qui est derrière le site, qui est l'éditeur, qui est le responsable de publication ou qui est l'hébergeur. Et tout ça. Donc ça, c'est par exemple des mentions peu importe qu'on soit sur un forum ou sur un site de vente ou un blog, en fait, les mentions d'identification, ça c'est obligatoire pour tous les sites. Ensuite, on a d'autres mentions comme les conditions générales d'utilisation où on va retrouver effectivement l'identification, mais aussi d'autres règles qui vont un peu plus loin sur l'encadrement de la relation avec l'éditeur du site et les utilisateurs. Donc on va par exemple dire si jamais vous créez un espace membre, voici comment ça se passe. Et ensuite, sur les sites marchands, les conditions générales de vente sont des mentions obligatoires. Mais en principe, c'est obligatoire lorsque la cible, la personne à qui on vend, est un consommateur, un particulier. Mais il faut faire attention parce que quand on dit consommateur, les gens se disent que si je suis professionnel, je ne suis pas considéré comme consommateur. C'est pas tout à fait vrai parce que dans consommateur, il y a effectivement le particulier qui achète pour lui en tant que particulier ou qui demande une prestation en tant que particulier, mais il y a aussi des professionnels dont ce n'est pas le métier. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais demander à quelqu'un de me faire un site, ce n'est pas mon métier en fait de créer des sites internet. Donc, je suis considérée comme non professionnelle pour cette activité-là. D'accord. Ce qui fait qu'on peut m'appliquer les règles des consommateurs dans les conditions générales de vente, notamment la rétractation. Donc, les conditions générales de vente, il faut les mettre quand on vend quelque chose via son site. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, il y a la question de la protection des données personnelles, puisque aujourd'hui, sur les sites Internet, on récolte des données, que ce soit pour une newsletter, que ce soit parce qu'on veut faire télécharger un produit, ou simplement pour des informations de contact, ou au moment où on achète, on va mettre son adresse personnelle et tout ça pour être livré ou autre. Donc, tout ça, ce sont des informations personnelles qu'il faut protéger. Et pour cela, il faudra expliquer aux gens dans un document qu'on appellera soit politique de confidentialité, politique de protection des données, des choses comme ça,
il faudrait décrire quelles sont les données que vous collectez, pour combien de temps, dans quelle À quelle finalité. fin, Voilà, etc. voilà, exactement. Il faudrait vraiment détailler comment ça se passe. Mais aussi, il y a d'autres questions, puisqu'on ne collecte pas les données seulement avec des formulaires, c'est aussi, par exemple, via les cookies, où il faudrait mettre un bandeau. Le bandeau est une mention obligatoire, puisque D'accord. ça permet de collecter des données. Même si c'est pas forcément des données qui sont directement identifiables. Les cookies, parfois, c'est des données un peu agrégées. C'est parfois un petit peu, ça a l'air un petit peu anonyme, mais ça peut capter l'adresse IP. Et l'adresse IP, par exemple, c'est une donnée personnelle. Donc, il D'accord. faudrait intégrer un bandeau cookie, ça, c'est une mention obligatoire lorsqu'on a des cookies qui ne sont pas des cookies de fonctionnement du site. Voilà. En D'accord. termes on va dire en termes de mention, ça dépend du site. Si on est sur un site vitrine de type informatif, ben, ça dépend. Ce sera de manière obligatoire, on va dire, les mentions d'identification. Mais Mhm. si, même en étant informatif, il capte quand même Les données personnelles. des données personnelles, bah, la politique de confidentialité devient obligatoire. S'il Ouais. a des cookies qui captent aussi des données d'une certaine façon, ou en tout cas qui s'insèrent sur le terminal de la personne, bah là, la politique de cookies, elle doit être présente et le bandeau aussi. Si on a Mhm. un site de vente, ce sera mention d'identification, politique de confidentialité Et CGV. et CGV. Et si on a, par exemple, une autre il n'y a pas forcément de vente, mais on a un espace membre où c'est un blog où les gens Mhm. peuvent déposer des commentaires et tout ça, puisque le Mhm. responsable de publication peut aller en prison pour ce qui est publié sur son site parce qu'il est responsable de tout ce qui est publié, il D'accord. faut, il faut qu'il mette quand même un cadre. Et ce cadre, généralement, c'est dans les conditions générales d'utilisation pour dire, je n'accepte pas, par exemple, des commentaires à caractère discriminatoire, homophobe, voilà, ce genre de Mhm. choses. D'accord. Et donc, c'est vraiment toutes ces mentions en fonction de comment est configuré son site, de Mhm. l'activité, qui vont déterminer ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, voilà. Mhm. D'accord. Et du coup, ça, c'est valable pour, comment dire, suivant qu'on est dans n'importe quel pays? Ou est-ce que c'est des informations qui sont valables si on est français tout court? Après, si on est dans un pays étranger, est-ce que tout ça s'applique également? En fait, ça d'abord, ce sont des règles. Là, on parle d'abord des règles principalement françaises. Ensuite, elles sont assez harmonisées. On retrouve quasiment la même pratique, quasiment dans tous les pays de l'Union européenne. Et, mais la nationalité, en fait, le fait d'être français à l'étranger n'a pas vraiment d'impact. En revanche, ça dépendra de la cible. C'est-à-dire que les conditions générales de vente, en principe, ça dépend du pays où se trouve le site. C'est-à-dire que si je vends aux États-Unis, en principe, je dois appliquer les règles des États-Unis. Sauf que si ma cible est française, Mhm. basée en France, là, on leur appliquera le droit français. Donc, ça dépendra en fait de là où vous êtes et de votre cible. Si votre cible, elle est vraiment orientée, c'est-à-dire votre site, vous êtes certes aux États-Unis ou vous êtes, je sais pas, au Japon, mais votre site est exprès écrit en français pour un public qui est en France, on va leur appliquer. Les CGV, en fait, elles devront respecter le droit français parce que la cible, réellement, elle n'est pas là où vous vous trouvez. Par D'accord. contre, il y aura peut-être plus d'exigences sur le contenu, par exemple, de la politique de confidentialité, parce que il y a des règles qui sont un peu générales. Celles du RGPD, par exemple, elles sont Mhm. assez complètes et elles s'appliquent dans le monde entier, mais c'est surtout qu'il y a des règles internes qui sont différentes d'un pays à l'autre. Donc peut-être que ça va plus loin. Bon, pour l'instant, je trouve que le RGPD est beaucoup plus exigeant quand même que la plupart des règles, mais Oui. peut-être que vous avez des exigences supplémentaires. Par exemple, Mhm. si vous êtes en Californie, il y a un texte qui est proche du RGPD, mais qui s'applique qu'aux personnes, qu'aux citoyens californiens. Donc, quand vous êtes à l'étranger, en dehors des règles, je pense que la plupart des règles que j'ai énoncées, elles sont intéressantes à appliquer même quand on n'a pas de ce droit-là dans son pays, Mhm. parce Parce qu'elles sont elles plus apportent restrictives, en fait. voilà, elles sont Oui. restrictives. Au-delà de la restrictivité, en fait, elles apportent surtout beaucoup de transparence. C'est-à-dire que Mhm. les CCP, ça permet de savoir qu'est-ce qui va se passer entre nous. Qui êtes-vous, en fait. Les mentions légales d'identification, c'est pareil. Les CGU, c'est pareil. Donc, en fait, elles s'appliquent, je pense qu'elles sont utiles à appliquer à tout le monde. Mhm. Ensuite, il faut aller un peu plus loin en fonction du pays où vous vous trouvez, s'il y a des règles un peu particulières. Mais celles que Mhm. j'ai évoquées là sont quand même déjà beaucoup plus exigeantes que le reste du monde. Donc, si vous appliquez déjà Mhm. ça, je pense qu'au niveau standard, vous êtes déjà un bon On est niveau. déjà pas mal.
Ok, super, bah, c'est super clair. Et du coup, dans les mentions légales, tu parlais de CGV et CGU. Est-ce que tu pourrais juste refaire un petit point sur la différence entre les deux? Oui. CGV, quand on parle de CGV, c'est conditions générales de vente. Donc, Oui. CGU, conditions générales d'utilisation. Les CGV, comme on a vu, c'est si vous vendez sur un site qui s'adresse à des consommateurs ou à des non-professionnels, euh, bah, c'est obligatoire. C'est une mention obligatoire. Et elles sont également utiles si vous vendez à des professionnels, donc par exemple des gens qui font de la revente, des distributeurs, parce que bah, même si c'est pas obligatoire que ça apparaisse directement sur le site, bah, s'il fait la demande, il y a l'obligation de lui envoyer. Donc, il vaut mieux en avoir quand même. Maintenant, la différence avec les CGU, c'est que les conditions générales d'utilisation, elles n'ont pas le même rôle. Autant les conditions générales de vente viennent pour expliquer, c'est une information précontractuelle, donc avant que la personne achète, elles Mhm. viennent surtout pour expliquer quel est le processus de vente, quels sont mes droits, est-ce que j'ai le droit de me rétracter, est-ce que je peux annuler la vente. Donc, elles viennent un petit peu encadrer un acte d'achat ou de vente. Les conditions générales d'utilisation, elles n'ont pas cette obligation légale de côté commercial. Elles Mhm. sont par contre très fortement recommandées. Elles sont recommandées parce que, comme je vous ai dit un petit peu avant, elles viennent un peu mettre des règles sur le site. Elles viennent mettre un cadre. Et de la Qu'est-ce que transparence aussi, j'accepte comme tu de disais. la, tout à Ouais. fait. Qu'est-ce que j'accepte sur mon site et qu'est-ce que je n'accepte pas? Elles viennent Mm. vraiment limiter aussi la responsabilité. C'est-à-dire que quand je dis qu'il ne faut pas mettre de commentaires discriminatoires sur mon site, si une personne enfreint cette loi, eh ben, je peux décider de la sanction. Soit par exemple, s'il a un espace membre, ben, je vais supprimer son compte. Ou Mm. par exemple, si jamais il y a une réclamation d'une personne parce que on dit il y a une information diffamatoire, bah, j'aurai le droit, moi, de donner les coordonnées de cette personne à bah, la police ou Mm. Donc, en fait, ça vient quand même limiter la responsabilité. Au lieu que ce soit moi qui paye en tant que responsable de la publication de mon site, ça me permet de dire, bah, ma responsabilité s'arrête là. Si tu enfreins les règles, bah, tu payes. S'il n'y a pas de Mm. règles, bah, en fait, Oui, c'est un ça peu laisse tout ouvert, ça quoi. laisse tout ouvert, voilà, ça laisse le champ. Et puis, moi, je recommande beaucoup les conditions générales d'utilisation lorsqu'on a un espace membre, même si on ne vend rien. Parce que l'espace membre, c'est quand même un lieu où les gens viennent, non seulement ils déposent leurs données, mais c'est aussi un peu comme si on lui donnait une chambre à louer. Donc, Ouais. il vaut mieux quand même encadrer comment est-ce que j'accepte que tu viennes t'installer chez moi, mais quels sont aussi tes droits? Qu'est-ce que je te permets de faire? Et Mm. qu'est-ce que moi, je ne vais pas me permettre de faire? Comment est-ce que je peux te rassurer que bah, j'ai sécurisé. À partir d'où ça s'arrête? Est-ce que si tu sors de mon site pour aller sur un réseau social et que tu chopes un virus entre deux, est-ce que c'est moi qui réponds? Donc, je t'explique aussi comment ça fonctionne bien. Donc, là où il y a un espacement, moi, je recommande quand même beaucoup de mettre les conditions générales d'utilisation. Mais c'est Mm. différent. L'une, c'est vraiment encadrer la relation avec l'utilisateur. L'autre, c'est surtout la relation de vente, la De relation vente, oui. commerciale. D'accord. Mais bon, du coup, CGU quand même fortement conseillé pour être transparent. De toute façon, c'est un peu ce que tout le monde recherche maintenant, donc c'est logique. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Euh, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Ah oui, si, j'avais une autre question par rapport aux questions d'hébergement. Parce que c'est aussi possible qu'on ait le site qui soit hébergé dans un pays, que nous on soit dans un autre, que nos clients soient encore dans un autre. Est-ce que ça aussi, ça a un impact dans tout ça? Oui, ça a un impact. Parce que, par exemple, on ne va pas rédiger, par exemple, ces mentions légales ou ces conditions générales d'utilisation selon où le site on va surtout parler des mentions légales d'identification. C'est-à-dire, dans les mentions légales d'identification, on retrouve bah, le nom de l'éditeur, donc à qui appartient ce site, le directeur de publication et l'hébergeur. Parce que l'hébergeur, quand on regarde les responsabilités sur le site, si on n'arrive pas à identifier, si on n'arrive pas à trouver la personne, on va Mhm. passer directement à l'hébergeur. Et donc, Mm. l'hébergeur, il a aussi une responsabilité en fait, il a un certain niveau de responsabilité par rapport à l'éditeur. Maintenant, si le site, par exemple, là, moi, je suis en France et mon site, il est hébergé aux États-Unis. On n'a pas vraiment les mêmes règles Mm. en matière de protection des données. Aux États-Unis, par exemple, on a le droit de revendre les données, ce qui n'est pas forcément permis par le RGPD en Europe. Ce qui Mm. fait que il faut le préciser parce que
ça fait partie des informations que les utilisateurs doivent savoir. C'est que leurs données, en fait, elles sont transférées. Le transfert des données, ben, il y a un certain nombre d'exigences, de règles à respecter. Donc, il faut préciser que, par exemple, ben, le site il est hébergé. Squarespace, par exemple, la plupart des sites Squarespace sont hébergés aux États-Unis. Mais ça permet de dire que si jamais on a une réclamation, Squarespace a un représentant en Europe ou alors ils respectent des règles. Il y a des règles qui sont obligatoires, qui ont été signées par les entreprises américaines pour se conformer, on va dire, pour avoir à peu près le même niveau de protection des données qu'en Europe. Donc, en fonction du pays, il faut toujours le préciser parce que bah, selon où on se trouve, en fait, on ne va pas appliquer l'hébergement. En fait, va impliquer soit un transfert des données, soit un risque, par exemple. C'est-à-dire que quand je viens sur le site, si on me dit bah, le site il est dans un pays où je sais que en termes de protection des données c'est pas trop ça, bah, peut-être que moi, puisque c'est transparent, je vais pas m'inscrire. Mais peut-être que je vais m'inscrire aussi parce que bah, c'est clairement dit et j'assume le risque que ça représente, ou en tout cas je crois qu'il y a des garanties ou autres, voilà. D'accord. Donc ça varie. D'accord, ouais, je comprends, je comprends. Et on parlait du coup de tous ces textes là, CGU, CGV, les mentions légales. Est-ce que c'est comment dire, le texte en lui-même très concrètement, est-ce on peut le rédiger soi-même ou est-ce qu'il faut dans tous les cas passer par quelqu'un qui a une expertise sur le sujet pour être dans les règles ou comment ça se passe? En fait, tous ces textes-là, on peut les rédiger soi-même. Il n'y a pas vraiment. Mais par exemple, il faut suivre. C'est pour ça qu'il faut faire attention au pays où on se trouve pour voir s'il y a des règles un peu spécifiques. C'est-à-dire que les mentions légales, le contenu des mentions légales varie d'un pays à l'autre. C'est-à-dire en France, par exemple, on va nous. Bah là, j'ai cité les trois basiques. Hein. On va dire, il faut mettre l'éditeur, il faut mettre le. Mais peut-être que mais par exemple, en Belgique, là où on va dire les personnes morales, donc les sociétés doivent mettre telle information, peut-être qu'en France, ça varie un petit peu. Donc, sur les mentions légales d'identification, je pense que là, c'est vraiment, il faut se référer à son pays et regarder un petit peu la pratique, hein, un peu regarder que font les autres sites similaires, comment est-ce qu'ils se présentent sur les conditions générales de vente. Bah, là, déjà, il faut d'abord voir la cible pour voir qu'est-ce qu'on applique finalement. Est-ce que j'applique le droit de la cible ou est-ce que j'applique le droit du pays du site? Là aussi, ça va varier parce que il y a des pays où il n'y a pas, par exemple, le droit de rétractation. Il y a des pays où il y a certaines choses qui ne vont pas exister. Donc, il faudrait les adapter et aller regarder la loi pour dire, bon, par exemple, la rétractation pour les consommateurs, dans certains cas, ça s'applique, dans certains cas, ça ne s'applique pas. Mais il faut le dire. D'accord. Donc, là, il faudrait vraiment aller chercher. Si on est autonome sur ça, on peut le faire en fait soi-même et on peut le rédiger très simplement. Simplement, il faut le dire. Maintenant, les conditions générales d'utilisation, c'est assez libre puisque c'est encadré un petit peu. Maintenant, dans la pratique, il y a certaines clauses qui reviennent souvent. Par exemple, éloigner des hyperliens des liens hypertextes qui font que on se retrouve avec des liens qui ne nous appartiennent pas ou des choses qui peuvent apporter des virus. Donc ça, voir aussi un petit peu la pratique, mais il ne faut pas copier parce que ça, les gens rédigent ou payent des avocats pour le faire et donc c'est assez personnalisé et vous pouvez vous retrouver avec un procès pour plagiat si vous copiez-collez les textes de quelqu'un. Donc on peut le faire soi-même. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé quand on le fait soi-même. Maintenant, il faut être sûr qu'on est vraiment à jour parce que les lois évoluent. Il y a, je sais pas, il y a longtemps, la rétractation, c'était 7 jours. Aujourd'hui, c'est 14 jours. Donc, il faut vraiment être à jour pour être vraiment, pour être sûr qu'en fait, ce qu'on met correspond bien. Et il ne suffit pas d'aller regarder sur les autres sites parce que parfois, les autres sites ne sont pas à jour. Pas à jour. Donc voilà, on peut le faire soi-même, mais on peut aussi demander une relecture. Si on ne veut pas faire tout rédiger, on peut demander une relecture ou une j'allais dire, révision. on peut regarder un peu ce que font les autres, s'inspirer, essayer de faire soi-même et après demander une relecture auprès d'un avocat pour être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on est dans les bonnes cases et que ce qu'on dit, c'est pas complètement la copie de quelque chose de faux, quoi. Tout à fait. Ouais, d'accord. Super. Bah écoute, c'est très clair. Je te remercie. Est-ce que ah oui, j'avais aussi des questions par rapport à tout ce qui était fiscalité. Pour terminer, comment ça se passe en termes de fiscalité, justement, quand on n'est pas dans le même pays que son acheteur? Comment ça marche?
Là, effectivement, c'est une question un peu complexe et qui va dépendre aussi de la résidence. Donc, il y a plusieurs règles. Là, il faudrait limite faire un tableau en fonction de là où on se trouve. Donc, il y a sur la fiscalité, c'est d'abord soi-même où est-ce qu'on déclare ses revenus. Et ensuite, si on s'adresse à des personnes à qui s'applique la TVA, où est-ce qu'on déclare? Donc, je pense c'est vraiment la fiscalité. En fait, on ne peut pas y répondre de manière globale. Il faut aller Global, oui. vraiment au cas par cas en fonction de sa cible. Donc, si on a des clients qui sont essentiellement basés en Europe où on aura la TVA, là, effectivement, dans ce cas-là, on sait que il faut en réalité déclarer la TVA dans chaque pays, mais qu'il y a un système de guichet unique qui permet de ne pas avoir à déclarer en Espagne, en Allemagne, en France. D'accord, donc en Europe, c'est regroupé. C'est regroupé. Donc, il faut connaître ce qu'on appelle le guichet MOS qui permet de faire une seule déclaration pour tout ça. Maintenant, il y a d'autres, par exemple en Afrique, on sait qu'on est hors TVA, donc ça va déterminer en fait le fait que lorsqu'on va établir sa facture, on ne va pas intégrer la TVA. Ça dépend aussi du pays où vous vous trouvez. Mais c'est vraiment au cas par cas et c'est quand même pas une réponse, une question facile à répondre de manière globale. Il faut vraiment aller déjà, il faut déterminer où se trouvent réellement vos cibles et voir en fonction de si on a beaucoup plus de personnes en Asie pour voir est-ce que sur toutes les personnes qui sont en Asie ou au Moyen-Orient, est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent par rapport à ça? Si on est sur l'Europe, si on est sur l'Afrique, si on est sur le Canada, les États-Unis, c'est vraiment identifier les lieux. Je pense que lorsqu'on travaille en ligne, c'est vraiment il faut connaître son client, savoir les lieux où se trouve la plus grande partie et ça va être plus simple en fait de gérer en sachant que pour tous les clients qui me viennent de telle partie, la facture elle est hors taxe. Pour ceux de cette partie, il y a la TVA et pour les déclarations, ça se passe comme ça en fonction de là où moi je me trouve et là où se trouvent mes clients. Donc je pense que peut-être que ça pourrait être intéressant de proposer un tableau pour expliquer un peu plus simplement, parce que là, en live, je pense que c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu complexe. D'accord. Super. Et du coup, quel type de professionnel peut nous aider? Est-ce que c'est justement plutôt comme toi, un avocat qui peut répondre à ce type de questions, ou est-ce que c'est l'expert comptable qui va dire, tu vois, si on est indépendant à son compte, qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, sur qui tu nous conseilles plutôt de nous diriger? Je pense que les experts comptables apportent déjà pas mal de réponses. Après, il faudrait qu'ils soient familiarisés avec les nouvelles technologies en général. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est assez déterminant parce que beaucoup ne connaissent pas forcément, ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas forcément le fait que pour nous, c'est tout à fait normal d'avoir un client au Japon et aux États-Unis alors qu'on est ailleurs. Donc, l'expert comptable, c'est une première porte d'entrée. Lorsqu'on a des questions fiscales un peu plus complexes, peut-être qu'un avocat d'affaires pourrait déjà, par exemple, dans mon cas, je peux donner des réponses un peu générales sur un tableau un peu général. Maintenant, s'il faut aller regarder au cas par cas par rapport au volume ou par rapport aux chiffres, en fait, plus on augmente la complexité. La complexité, plus il faut aller vers un spécialiste. Donc là, ce sera un avocat, mais un fiscaliste. Donc là, c'est pas juste l'avocat d'affaires qui connaît le fonctionnement des entreprises, c'est vraiment le fiscaliste qui maîtrise les questions de fiscalité et de mobilité internationale. Donc, plus on est sur de la complexité, plus il faut aller vraiment chercher le plus spécialisé possible. Donc, mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul sur les questions de fiscalité parce que ça peut vraiment aller très loin. Ça peut avoir des impacts, oui. Oui, ça peut vraiment avoir un impact sur son activité. Et donc, il faut vraiment identifier. Il y a une règle qui s'appelle KYC, donc Know Your Client, où il y a des questions de blanchiment qui peuvent entrer en jeu. Et donc, il faut faire vraiment très attention. Qui est mon client? Où se trouve-t-il? Et essayer de faire des blocs. J'ai des clients à tel endroit, sur tel continent, sur telle zone. Est-ce que sur, par exemple, tout un continent, est-ce qu'on retrouve, par exemple, les mêmes règles? Par exemple, on sait qu'en Afrique francophone, on a le droit WADA où on a des règles comptables plus ou moins similaires. Et donc, peut-être que c'est plus simple pour cette partie-là de fonctionner comme ça. Et on sait que sur la partie Moyen-Orient, les pays comme, si on est à Dubaï, au Qatar, ça dépend de la zone, peut-être que c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Essayer de faire des blocs et être au clair sur là où se trouvent mes clients, je sais que je fonctionne comme si. De cette façon, oui. Voilà. Pour se simplifier la vie aussi un petit peu quand même. mais être dans les règles. Et une fois par an, en tout cas, faire un petit check, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, mais une fois par an, faire une petite mise à jour, voilà.
D'accord. Eh ben, écoute, super parce que justement, j'allais te proposer là de passer aux questions éventuellement que je reçois dans les commentaires. Et il y a justement une question à laquelle du coup tu viens un peu de répondre de Jérôme qui demande à quelle fréquence est-ce qu'il faut faire checker ces règles par un spécialiste, un juriste. Donc là, Moi, tu je disais dirais tous les une ans. fois par an. Oui, au moins une fois par an, il faut essayer de voir est-ce qu'on est toujours à jour sur les questions fiscales, mais également sur les documents qui sont sur son site. Parce que ça évolue et ces dernières années encore plus vite. Donc Hmm, là, moi, je me dis sur les CGV, CGU, tout ça, parfois, deux fois, c'est-à-dire tous les 6 mois, vérifier est-ce qu'on est toujours à jour. Parce que là, par exemple, entre janvier et juillet, bah, les règles sur les cookies vont changer. Du coup, il va d'accord. falloir aller revoir comment est-ce que notre bandeau apparaît, est-ce qu'il bloque bien les cookies ou pas. Donc, il y a plein de questions. Aujourd'hui, en fait, moi, je dis sur les textes du site, il vaut Mhm. mieux aller sur deux fois. Donc, tous les 6 mois, on regarde un peu est-ce qu'on est toujours à jour. Sur les questions fiscales, au moins une fois par an, au moins. Hmm, d'accord. Super. Jérôme te dit merci. Avec Alors, plaisir. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alain demande pour un site vitrine qui propose des services, donc qui ne vend pas en ligne, faut-il des CGV ou CGU ou les deux? Donc, on a un petit peu répondu tout à l'heure. Euh, Moi, donc, ce Je vais, que j'avais compris, c'est CGV obligatoire et CGU fortement conseillé dans un souci de transparence. C'est bien ça? En fait, s'il ne vend pas, c'est-à-dire que s'il ne vend, si, effectivement, il ne vend pas directement, mais c'est une information, les CGV sont ce qu'on appelle une information précontractuelle. Donc, avant que la personne achète, il faut D'accord, qu'elle sache quelles sont les règles. Donc, ça peut être intéressant de les mettre pour permettre à la personne de savoir ce qui va se passer au moment de l'achat réel. Donc, d'accord. puisqu'il n'y a pas de vente, on n'achète pas directement sur le site, c'est pas obligatoire à ce moment-là, mais ça Hmm. reste une information qui ferait bien d'apparaître, il présente quand même ses services. Bah, la transparence, pour aller au bout de la logique de la Ouais. transparence, il autant les mettre. Et d'accord. Et du coup, alors la différence pour être super clair entre site vitrine et site de vente, parce qu'un site vitrine, on peut montrer ses prestations, mais comment dire, l'achat, il n'y a pas de mise au panier, donc c'est un site vitrine. Alors qu'on considère que c'est un site de vente à partir du moment où il y a un panier et où il y a une transaction directement sur le site, c'est ça? Exactement, D'accord, exactement. Parce que même d'accord. quand on vend hors ligne, il faut des conditions générales quand même de vente. Donc, Oui, bien sûr. je pense que donc ça revient au même si c'est de l'information, ben, autant aller au bout de l'information et présenter sur le site vitrine. Hmm. D'accord, super. Alors, j'ai encore une question de Pauline qui demande pour les micro-entreprises, qui peut rédiger et vérifier les CGU, CGV? Ben, un avocat, un juriste, en fait, il y a plusieurs paliers, hein. Il y a le palier relecture. Donc, la relecture, c'est simplement, on va dire, on va surligner un petit peu les points qui sont pas corrects. Est-ce qu'il y a une clause abusive ou voilà. Mais on va pas changer quoi que ce soit. On va simplement signaler que là, il faut faire attention, là, il faut faire attention. Ensuite, il y a la révision. Dans la révision, bah, là, effectivement, on va peut-être compléter. Là, il y a la personne qui vérifie va compléter les clauses manquantes. Elle va pas juste les signaler. Et Mhm. ensuite, il y a la rédaction complète où bah, là, effectivement, on rédige tout. Ouais. Et donc, en fait, ce n'est pas une question de taille, c'est plus une question de budget peut-être. Donc, Hmm. en fonction du budget, il faudrait peut-être juste faire une relecture, ensuite recommencer. Mais après, moi, par exemple, je propose ce que j'appelle un coaching rédactionnel, Mhm. ou surtout pour les micro-entreprises, où de manière active, euh, c'est la personne qui va rédiger, mais en suivant un outil. C'est-à-dire, il va suivre, il va retrouver les grands blocs qu'on doit retrouver dans D'accord. cette conditions générales. Il va les rédiger. Ensuite, on les relie ensemble jusqu'à ce qu'ils les comprennent. On va les mettre en forme. Et à la fin, on aura relu et rédigé. Mais ce ne sera pas moi qui aurai rédigé du début à la fin. Hmm. On aura plus ou moins en binôme. D'accord. Donc, tu donnes des grandes guidelines et après, il suffit de suivre et puis d'avancer pour arriver au Ouais. texte final, quoi. Ouais, C'est c'est pas un intéressant. exercice facile parce que il y a toutes les questions, il y a un questionnaire. Donc oui, comment est-ce que je fonctionne commercialement? Est-ce que je propose des rétractations? Est-ce que j'ai des garanties ou des choses comme ça? Et ensuite, il y a le côté comment il fonctionne mon site? Hmm. Comment est-ce que je décris ben, la mise au panier? Parce que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours la même chose d'un site à Ouais. l'autre. Euh, est-ce que le paiement se fait par PayPal ou par autre chose? Il y a, Hmm.
on va aller travailler vraiment comment il fonctionne son site et comment on fonctionne commercialement. Donc, c'est pas non plus, c'est pas juste enfin, on travaille pas sur un template. Vraiment, Ouais, on travaille d'accord. de zéro avec comme tu as dit, des guidelines. Ouais. Ouais, super. Écoute, Pauline te dit génial ce coaching. Ah bon. Donc je crois que la réponse lui convient. Ok, très bien. Je n'ai plus d'autres questions pour l'instant. Ah, si, Pauline qui demande comment en bénéficier et accéder. Bah, du coup, ce que je propose, c'est, du coup, si vous avez d'autres questions d'ordre juridique ou si vous avez envie de solliciter Karine justement sur des questions pour aller un peu plus en profondeur sur certains points ou parce que vous avez un cas un peu particulier par rapport à votre situation géographique, etc. Karine, comment est-ce qu'on peut te joindre ou te contacter? Pour me joindre, on peut me joindre d'abord sur les réseaux sociaux. Enfin, d'abord, non, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Donc, il suffit de m'envoyer un message privé sur la page du cabinet, donc qui est MMT Avocat, ou sur mon site web qui est www.mmt-avocat au pluriel.fr ou par mail karinemmT@mmtavocat.fr. D'accord, Et sur super. Facebook, en tout cas, un message privé, je réponds aussi sans aucun problème pour fixer un rendez-vous, un échange. Voilà. Et peu importe où vous vous trouvez, on peut le faire également en visioconférence. Donc, ça ne pose la distance, le lieu où vous vous trouvez n'est pas un problème. Je suis l'avocate des web entrepreneurs. Ouais, super. Bah, merci beaucoup, Karine. Et de la même façon, si vous souhaitez développer votre visibilité sur le web, structurer votre communication online, je suis moi-même à votre disposition. Et vous pouvez me retrouver sur mon site web également, uphugoconsulting.com. Il y a un petit bouton bleu en haut à droite qui vous permet de prendre rendez-vous directement avec moi pour une séance de 30 minutes gratuite, en fait, pour échanger sur votre projet et puis voir comment je peux vous aider ou pas. Et voilà, faire connaissance et discuter de votre besoin. De la même façon que Karine sur les réseaux sociaux aussi, sur ma page Facebook que vous êtes en train de regarder. Voilà, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Pauline nous dit au top, j'ai tout pris en note, super. Génial, bah, je suis ravie que ça ait servi à tout le monde. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Karine? Non, par contre, je vais regarder quand même les commentaires les prochains jours. Si jamais il y a d'autres questions, je vous répondrai en commentaire avec plaisir. Donc, n'hésitez Super. pas à laisser quelques questions et puis à visiter ma page. Il y a quelques tips aussi que vous pourrez trouver dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas. Génial, bah merci beaucoup. Et de mon côté, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous seriez intéressé d'avoir une intervention extérieure ou de moi-même un autre live sur un sujet, je ne sais pas, qui vous pose question, qui vous pose problème, qui vous bloque, ou voilà, un autre sujet dont vous aimeriez faire un live, eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit message et je me ferai un plaisir d'organiser tout ça. D'ici là, merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté mon invitation. C'était super clair et intéressant. Je te souhaite une bonne journée, soirée, non, après-midi, Fin de journée, fin d'après-midi. c'est ça. Et puis, à bientôt. À bientôt, Lisa. Merci. Au revoir. Au revoir.